L'italien est-il une langue inventée? Prendre des petits-enfants qui commencent à parler notre langue. Mais ma maman disait que je m'appelle Giovanni. Dans notre classe, chaque jour, nous mettions en jeu le meilleur goûter. Saviez-vous qu'aujourd'hui, en 2025 seulement, environ 45% des Italiens parlent italien à la maison? Les autres utilisent l'une de celles-ci. Ce sont les langues régionales ou les dialectes de l'Italie. Il y en a au moins 30, probablement plus. Et bien que la plupart soient un membre des langues romano assez similaires à l'italien, certaines peuvent être très différentes. Comme la minorité qui parle le grec dans le sud, ou la version de l'allemand parlée dans le Tyrol du Sud, voire même les langues proches du slave parlées près de l'Istrie. Mais celles-ci sont un peu une exception. Elles se trouvent dans des régions frontalières, qui à un moment ou à un autre de l'histoire ont pu appartenir à des nations voisines. Le reste, ce sont de vraies langues latines. Et même si elles peuvent être incroyablement différentes, il est peu probable qu'une personne de Bologne comprenne parfaitement quelqu'un de Naples. Elles sont réparties de façon continue à travers le pays, ce qui signifie que les locuteurs d'une région comprennent généralement ceux des régions immédiatement voisines. Si vous voulez prendre un autre exemple pour comparer, vous avez cette image d'un spectre du néerlandais, des langues similaires à l'allemand, mais qui varient beaucoup dans leur propre dialecte. Il y a certains dialectes néerlandais qui sont plus proches de l'allemand et vice-versa, et d'autres qui sont complètement différents. Et quand cela se produit à l'intérieur d'un même pays comme l'Italie, c'est encore plus intéressant. Si vous imaginez les régions A, B et C, A comprendra B et B comprendra C, mais A et C auront beaucoup plus de mal à se comprendre. Mais pourquoi tous ces endroits utilisent-ils des langues différentes alors qu'ils sont dans le même pays? Eh bien pour résumer, c'est parce que l'Italie, en tant que concept et en tant que nation unifiée, est, dans la grande histoire, assez récente. L'unification de l'Italie ne remonte qu'aux années 1860 à l'époque. Mieux vaut bien tenir vos chapeaux de gondole pour ça. Les locuteurs italiens ne représentaient que 25% de la population de la péninsule. Ce n'est qu'après l'unification que la langue italienne officielle a commencé à se répandre largement parmi la population grâce à des politiques d'éducation obligatoires. Et ensuite avec les médias de masse. C'est vraiment fascinant pour moi. Donc dans cette vidéo, je veux découvrir 3 choses et vous emmener avec moi pendant que je le fais. Je veux comprendre quelles langues existent réellement, voyager à travers toutes les régions italiennes et comprendre ce qui est parlé et où, puis à quel point ces langues sont différentes de l'italien. Qu'est-ce qui change réellement? Est-ce la prononciation, l'accent, le vocabulaire ou même la grammaire? Et quelle est l'origine de ces langues? Comme tu peux l'imaginer, ce n'est pas un hasard si une région du sud de l'Italie parle le grec ou une variante. C'est lié à leur présence historique dans la région. Et c'est le cas pour de nombreux autres exemples, où, comme toujours, l'histoire nous donne une réponse. Voici la ligne La Spezia Rimini. C'est une ligne imaginaire qui sépare 2 parties de l'Italie en ce qui concerne leur langue. Et elle tire son nom des 2 villes qu'elle traverse, La Spezia et Rimini. Certains affirment que la ligne devrait être entre Massa et Senigallia, à 40 km au sud. Mais quoi qu'il en soit, elle sépare les 2 régions linguistiques du pays. Ces 2 régions sont romanes, mais le nord relève des langues romanes occidentales et le sud des orientales. La première est plus liée au français, à l'espagnol, au portugais, au catalan et à l'occitan, tandis que la région du sud est plus liée au roumain et aux langues aujourd'hui disparues, du pannonien et du dalmate dans la Romagna submersa. Bien qu'elle se trouve au sud de la ligne, le sarde n'est pas classé comme appartenant à la région du sud. C'est une langue à part entière, nous en saurons plus bientôt. Et la raison pour laquelle ces 2 régions sont séparées sur le plan linguistique remonte à un moment très ancien de l'histoire et à quelque chose qui occupe si souvent nos esprits. L'Empire romain.
Durant les dernières étapes de l'Empire romain d'Occident, la région de l'Italie au nord de cette ligne était dominée par une armée romaine de plus en plus germanique. Cela se voit en fait dans des choses basiques, comme le type de casque qu'ils portèrent à l'époque. Pourquoi ? Eh bien, l'Italie n'avait pas vraiment assez de main-d'œuvre locale pour remplir ses armées. Et donc, l'Empire a dû devenir dépendant des alliés germaniques, fédérés pour remplir les rangs. Le système des légions avait également essentiellement disparu à ce stade, et l'armée était devenue beaucoup plus ouverte dans son recrutement, permettant l'intégration de recrues nubiennes et germaniques. Et ces soldats, bien qu'ils servent Rome, apportèrent avec eux des coutumes linguistiques spécifiques de leur région d'origine. Et celles-ci ont influencé le latin local ainsi que les langues modernes qui en sont issues. Le royaume ostrogoth est venu ensuite avec la chute définitive de l'Empire romain d'Occident. Et cela a été encore renforcé, comme ce fut également le cas avec les Francs en France ou les Wisigoths en Ibérie. C'est peut-être pour cela que tous ces endroits sont regroupés dans la zone des langues romanes occidentales à cause de cette influence commune. Mais les Ostrogoths ont aussi régné sur le sud de l'Italie pendant un certain temps. Alors pourquoi la langue n'y est-elle pas la même ? Eh bien, alors que les soldats germaniques ont eu une influence directe dans le nord, ils n'en ont pas eu dans le sud. Et même si les Ostrogoths ont régné sur toute la péninsule pendant un certain temps, ils n'étaient en guère plus qu'une élite dirigeante. Pas plus de 15 000 à 20 000 personnes régnant sur des millions d'habitants de langue latine. Alors que beaucoup de ces 20 000 se sont installés dans le nord, presque aucun ne l'a fait dans le sud. Et non seulement cela, mais l'Empire romain d'Orient, qui est ensuite devenu l'Empire byzantin, a rapidement reconquis certaines parties de l'Italie. Ils ont de nouveau perdu le nord assez rapidement, mais ils ont conservé certaines parties du sud un peu plus longtemps. Et c'est un parfait exemple de ce que je considère comme le principal facteur derrière le développement de différentes langues à travers ces territoires. Le fait qu'à un moment ou à un autre, ou même tout au long de l'histoire, ils aient été gouvernés et même habités par différents peuples. Les Phéniciens et Carthaginois ont aussi occupé la Sicile. Les Romains ont latinisé l'île, mais la reconquête grecque byzantine a perduré, voire s'est renforcée. Puis sont venus les Arabes d'Afrique du Nord, et même les Aragonais et les Espagnols plus tard, et chacun d'eux a laissé sa marque. Ils ont ainsi contribué à différencier ces langues locales. Des sons ou schémas phonologiques grecs subsistent encore aujourd'hui dans certains dialectes, depuis l'italien. L'un d'eux est fortement grec. Jusqu'à aujourd'hui, des mots arabes gricots sont encore utilisés dans les langues siciliennes et calabraises, comme zagara, qui signifie fleur d'agrumes, giara, qui signifie jarre, ou tafunata, qui est un mot pour désigner un tout. Même les Aragonais ont apporté des mots d'emprunt comme guaglio, qui signifie garçon en napolitain. Le lexique d'origine grecque et arabe a été influencé par ces couches aragonaises. En gardant des terminaisons vocaliques et des consonnes plus douces. Dans le nord, la plupart des voyelles finales sont supprimées, par exemple. Et dès le début, même avant l'Empire romain, nous avons un contraste important. Parce que dans le nord, les habitants locaux parlaient différentes langues. Pour commencer le gaulois, le lépontique, le rhétique, le vénète, l'étrusque ou l'ombrien. Cette carte linguistique de la péninsule à l'âge du fer montre aussi les langues parlées au sud et au nord. Pour aggraver les choses, ils ont aussi été envahis à plusieurs reprises par d'autres, comme les Celtes, qui ont apporté leur propre vocabulaire, puis les Germains, les Lombards, et les Francs également. Et puis, de nombreuses régions appartenaient, ou étaient au moins influencées par l'Empire des Habsbourg, qui avait également l'allemand comme langue officielle. Venise est en fait un peu une exception ici, et une exception très intéressante en raison de ses réseaux commerciaux et de son empire. Ils ont apporté de nombreuses influences slaves, mais aussi grecques et turques. Et aujourd'hui, le vénitien reste un dialecte du nord légèrement différent en soi, en partie à cause de cela, et le cas vénitien en est un exemple parfait. Même au sein de cette région du nord, ou au sein de celle du sud, les dialectes diffèrent d'une région à l'autre. Parce que jusqu'à une période très récente de l'histoire, elles appartenaient à des entités politiques totalement, ou du moins partiellement indépendantes, même si l'on regarde la carte immédiatement. Avant 1860, l'Italie était divisée avant son unification. Nous avions le royaume de Sardaigne au nord, ainsi que le royaume de Lombardie-Vénétie, puis des entités plus petites comme Parme, Pontremoli, Modène ou Lucques. En allant vers le sud, la situation se stabilise un peu,
mais reste divisée entre le Grand-Duché de Toscane, les États pontificaux et le Royaume des Deux Siciles. Les États du Nord avaient également des contacts plus étroits avec le reste de l'Europe continentale parce qu'ils y étaient reliés. Le Sud, comme je l'ai mentionné précédemment, s'est davantage tourné vers la Méditerranée. Et si nous choisissons de remonter encore plus loin dans l'histoire, disons à l'époque de la Renaissance, la fragmentation est encore plus grande. Vous avez le duché de Savoie, Milan, la République de Venise, Florence, Sienne, Gênes. Le Sud n'est pas aussi divisé, mais même Naples et la Sicile étaient séparés. C'est resté une constante durant la plupart de l'histoire italienne. À mesure que le contrôle byzantin et germanique s'estompa entre le 7e et le 11e siècle, la mosaïque a commencé à se former. D'accord. En montant la vidéo, j'ai réalisé que je n'avais pas expliqué l'origine de l'italien standard. Et il s'avère que cela vient du toscan. Et la raison pour laquelle c'est assez intéressant, c'est parce qu'à l'époque de la Renaissance, l'italien principal, des auteurs comme Dante et d'autres que je ne connais pas ont utilisé le toscan comme langue d'écriture. Je crois que c'était la variété florentine du toscan. Même cela a fait que ce type spécifique d'italien est devenu connu de toutes les élites qui lisaient ses œuvres. Et donc, lorsque le temps de l'unification italienne est arrivé, et qu'ils ont dû choisir l'un des dialectes comme langue nationale, ils ont choisi celui-ci. Juste une petite parenthèse, mais revenons au reste de l'histoire. Prenez une carte de l'an 1000. Les divisions existent aussi, le Sud suivant la tendance à la balkanisation. Si vous voulez, les raisons pour lesquelles cela s'est produit sont un peu plus complexes, et elles nous entraîneraient sur une digression très différente et très longue. Mais cela a essentiellement à voir avec l'arrivée d'autres forces envahissantes. La perte d'influence des Byzantins dans le sud, ajoutée à l'invasion des Lombards, et à leur échec dans le nord et le centre à établir une dynastie héréditaire, capable de consolider le pouvoir. Quoi qu'il en soit, avec tout ce que nous avons vu, nous retenons 2 points essentiels. D'abord, comment la diversité des peuples ayant peuplé et gouverné ces régions, des autochtones aux envahisseurs comme les tribus germaniques au nord, les Grecs, Arabes et Espagnols au sud, a influencé leur langue et leur vocabulaire. Ensuite, comment l'histoire politique de la péninsule a permis la fragmentation du territoire en petites entités indépendantes. Ce qui fait que même au sein des régions du nord et du sud, différentes langues se sont également formées. Et nous avons en fait une carte qui nous donne un exemple parfait de cela. Celle-ci, qui compare le territoire du duché de Milan au XIVe siècle. En vert, le duché de Milan. En jaune, les frontières modernes de la langue lombarde, qui coïncident presque parfaitement. Sachant cela, quel a été le résultat ? Quelles langues locales modernes existent aujourd'hui ? Et en quoi diffèrent-elles les unes des autres ? En dehors de l'italien standard, l'Italie possède 2 catégories de langues. D'une part, les langues minoritaires historiques, et d'autre part, les dialectes régionaux. Les langues minoritaires historiques sont protégées par la Constitution italienne, à l'article 6, rédigée par les pères fondateurs modernes de l'Italie, pour témoigner de la sympathie envers ces groupes et leur permettre de faire partie de l'Italie sans craindre les politiques d'italianisation précédemment employées par Mussolini. Les langues sont surtout parlées par des communautés du Nord, près des frontières. Beaucoup appartenaient historiquement à des souverains français ou germano-autrichiens. Ils parlent des langues comme l'allemand lui-même, le sud-tyrolien, le frioulan, le slovène, l'occitan ou le provençal, ces 2 dernières étant aussi des langues locales de la France, comme vu dans une vidéo précédente. D'autres, parlées surtout dans le sud, témoignent principalement des anciennes colonies de ces régions. Certaines d'entre elles ont des répartitions assez étranges, comme les colonies albanaises à l'intérieur des terres, ou comme la communauté hellénophone, à l'extrémité de la Botte, en Calabre, et autour de Messine. De l'autre côté du détroit en Sicile, c'est là qu'on parle le gricco, et aussi dans le talon de la Botte, avec le gréco-calabro. Ce sont les tout derniers vestiges de l'ancienne Magna Graecia. Fait intéressant, le sardestin est également considéré comme l'une de ces langues minoritaires historiques, même s'il est parlé sur toute l'île. Cela s'explique en partie car le sarde est une langue distincte. C'est aussi une langue romane, mais différente de l'italien. Beaucoup la considèrent comme la langue la plus proche du latin. Mais elle intègre aussi de nombreux éléments de langue pré-latine, comme le paléo-sarde, parlé par la population autochtone de l'île. C'est logique. Les îles développent souvent leur langue, culture et identité propre, distinctes du reste du monde.
Et dans une réalité où l'Italie est gouvernée localement de façon indépendante, cela devient encore plus marqué. Les dialectes régionaux restants se trouvent tous sur le continent, et ils sont liés à ces entités locales indépendantes. Il y en a au moins 30, même si on pourrait dire qu'il y en a des centaines, si on veut vraiment chipoter sur ce qui constitue un dialecte local. Mais pour simplifier, ils sont divisés en 7 groupes ici, les Gallio-Italiques, qui, comme le nom l'indique, sont liés au nord-ouest de l'Italie, aux anciens territoires de Savoie et de Milan, proches de la France. Mais en excluant les régions frontalières qui parlent le provençal ou l'occitane, mélangées avec les Trétini centrali, qui forment la langue des régions plus centrales du nord, les Vénètes, la zone nord-est autour de Venise, les Toscans et les Corses, parlés précisément en Toscane et en Corse, ainsi qu'un peu au nord de la Sardaigne. Nous avons un cas intéressant de dialectes régionaux modernes qui, historiquement, appartenaient à des entités politiques différentes. Je suppose qu'ils sont l'exception à la règle. Ou du moins, ils nous montrent qu'il y a aussi d'autres facteurs en jeu. Le médian parlé au centre de l'Italie, notamment à Rome, correspond au territoire des anciens États pontificaux. Le médiodinal dans le sud de l'Italie, issu du centre urbain de Naples. Mais il comprend de nombreux petits dialectes en son sein, ainsi que les médiodanali estremi, qui regroupent les dialectes de la Sicile, des Pouilles et de la Calabre. Mais cette carte peut être assez déroutante. Il y a tellement d'informations à assimiler. Les groupes de dialectes les sont un peu trop larges, mais les dialectes individuels par lieu sont bien trop nombreux. Je pense donc que la meilleure solution est de reprendre la première carte, qui ignore les différences super locales, mais divise ces groupes en sous-groupes plus petits. Elle inclut aussi les langues minoritaires sur la même carte. On peut voir comment le gallo-italique est divisé en piémontais, lombard et ligure, ou comment le toscan est en réalité différent du corse. Le médian est aussi divisé en périmédian et médian, tout comme le méridional en abruzais et molisant, campanien et lucanien et irpinien. Je suis désolé pour la mauvaise prononciation. Maintenant, nous savons quelles langues existent, mais en quoi diffèrent-elles? Vraiment beaucoup, sans doute plus que vous ne l'imaginez. Prenons quelques phrases et traduisons-les dans les principaux dialectes pour mieux vous en rendre compte. La phrase « je rentre à la maison » est différente dans presque tous d'une manière ou d'une autre. En italien standard, ce serait vado a casa, mais en vénitien, le vado devient vago, avec un G. Les napolitains feraient la même chose, mais différemment, en changeant vado en vaco avec un C. Les locuteurs lombards raccourciraient le verbe et couperaient la dernière voyelle, disant voica, tandis que les piémontais feraient l'inverse et diraient ivado aca, alors que les sardes diraient quelque chose de complètement différent. Cela ressemble vraiment au latin ando in domu. Qu'en est-il d'une autre phrase, par exemple, que j'utiliserai? Je ne sais pas prononcer ces dialectes. En italien, c'est non lo so, mais en vénitien, le pronom et l'objet sont omis. Ils disent simplement non so. Les lombards placeraient la négation après le verbe au lieu de devant, disant che a sono, tandis que les piémontais et les émiliens ont des mots différents pour la négation, nen et miga respectivement, disant ilosonen et azomiga. Si vous n'êtes pas italien et que vous entendez cela, vous pourriez penser que tout cela est de l'italien, mais qu'ils disent des choses différentes, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Ils disent la même chose, mais en différentes langues italiennes. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que ces langues locales ne semblent pas près de disparaître. L'Italie fasciste a essayé de les réprimer, mais elles sont restées. Elles sont la preuve vivante de l'histoire incroyablement ancienne et unique de l'Italie en tant que région. Et heureusement, je ne pense pas qu'elles vont disparaître de sitôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mes amies Laura et Martina pour leur aide. En tant que véritables Italiennes, elles ont vraiment contribué à m'aider à mieux comprendre cela. Alors, je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.